Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission spéciale consacrée aujourd'hui à un sujet majeur. Le rôle de la société civile dans la résilience contre l'extrémisme violent. Un thème d'actualité au cœur des préoccupations de nos sociétés, notamment notre région où la paix, la cohésion sociale et la stabilité sont des biens précieux à préserver. Effectivement, la résilience communautaire ne se décrète pas. Elle se construit jour après jour. Grâce à l'implication de tous les acteurs, nous avons réuni sur ce plateau acteurs de la société civile, mais aussi des associations de jeunes et de femmes et des partenaires techniques et financiers. Merci à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. Nous allons comprendre ensemble comment la société civile s'organise. Quelles initiatives concrètes? Comment mettre en place les perspectives qui se dessinent pour renforcer cette paix durable dans notre région. Alors, avant de démarrer cette émission, nous allons faire un tour de table, commencer par donner la parole à nos invités pour qu'ils puissent se présenter. Nous commençons par cette partie avec son Excellence, l'ambassadrice. Merci, bonsoir. Je suis Hélène Deboc, l'ambassadrice du Royaume de Belgique au Sénégal. Kai Baldour, l'ambassadeur de l'Allemagne à Dakar. Jean-Marc Pisani, l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal. Louis Tabache, chef de mission de la République de Pologne au Sénégal. Christian Edinger, ambassadeur du Danemark au Sénégal. Bonsoir à tous, je suis Laure Huberti, je suis l'ambassadrice du Luxembourg au Sénégal. Bonsoir à tous, moi c'est Nestor Biancache, fondateur de Unix, par ailleurs directeur exécutif. Bonsoir à tous, moi c'est mon nom Kadiette Doubouré, présidente du REFDEF, Réseau des femmes pour le développement de Kédougou. Merci. Bonsoir, c'est Madame Traoré Mariam Diarra, je suis juriste et consultante, membre de l'AJS, Association des juristes sénégalaises et responsable de la boutique de droit de Kédougou. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Merci à tous pour votre présence. Pour commencer, essayons de bien comprendre les racines du problème. Selon vous, quels sont les principaux facteurs qui rendent certaines communautés vulnérables à l'extrémisme violent? Et pour cette question, je vais faire un tour de table. Je vais commencer par ma gauche, Son Excellence, par rapport à cette question. Quel est votre avis? Je pense qu'en fait, l'attraction vers l'extrémisme violent ou même vers la criminalité, parce que c'est un petit peu le même domaine, c'est un manque d'alternatives, c'est un manque d'horizon. Donc je pense que dans la construction de la résilience des populations et des communautés, c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler, offrir un horizon, offrir des possibilités économiques, offrir des ambitions. Donc c'est un petit peu là-dessus qu'on travaille au niveau européen. Je pense qu'on pourra en parler un peu plus en profondeur dans les échanges qui vont suivre. Merci. Son Excellence. Je pense qu'on est tous conscients des défis extérieurs, des défis à la stabilité qui proviennent du Sahel, qui est très proche des frontières, avec le Mali notamment. Peut-être aussi l'éloignement des grands centres de la capitale. Mais je pense qu'il y a une question clé et c'est celle de la confiance. Est-ce que la société civile a confiance dans les autorités, dans l'État du Sénégal, aussi dans les organisations, dans les institutions? Est-ce qu'ils ont confiance de ne pas être laissés à leur propre sort, mais qu'il y a des structures qui les soutiennent? Merci. Pour ma part, je reprendrai les termes d'un programme de l'Union européenne d'il y a quelques années qui vient de s'achever, qui s'appelait Tekifi, Réussir ici. Et c'était un programme qui visait à adresser des causes profondes de la migration, mais on pourrait l'appliquer aussi au sujet que vous mentionnez. Je crois aussi qu'il faudrait, dans votre question, ajouter la particularité liée aux zones frontières. Toutes les zones frontières dans le Sahel sont sujettes plus ou moins aux mêmes
difficultés ou aux mêmes défis. Des défis d'opportunités économiques, des défis de perspective pour la jeunesse et les femmes, essentiellement des défis aussi d'éducation, des défis d'accès à la santé, donc des défis liés à l'accès aux services sociaux de base. Et ça, c'est certainement une des choses sur lesquelles vous aurez cœur de revenir. Et c'est une des raisons aussi de la mission de l'équipe Europe ici à Kédougou. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir avec vous, avec autant d'ambassadeurs de pays membres de l'Union européenne. C'est parce que la région de Kédougou est une région qui est une région stratégique pour les autorités. Et nous accompagnons les autorités, l'État du Sénégal, sur un certain nombre de domaines dans le cadre de notre partenariat. Et un des grands domaines sur lesquels nous cherchons à accompagner l'État du Sénégal, c'est sur l'économie et sur les perspectives d'emploi, de formation professionnelle. Merci. Merci. Oui, Madame, Son Excellence. Oui. En fait, c'est tellement multifacette, c'est tellement complexe qu'il n'y a pas une réponse très concrète à cette question-là. C'est ce qu'on a pu aussi constater, que le Sénégal, pour l'instant, est préservé de cet extrémisme-là. Et je pense que c'est aussi grâce au fait que la démocratie fonctionne chez vous. Et la décentralisation aussi, ce qui vient d'être mentionné par mes prédécesseurs. Le rôle clé de la société civile, parce qu'on voit à quel point, surtout dans les endroits qui sont très isolés, le gouvernement central n'arrivera jamais à y arriver. Et c'est là le rôle de chef de village, le rôle de femmes, le rôle d'éducateurs, des directeurs, des proviseurs, pour s'entraider et pour construire notamment les réseaux. Et je pense que la présence de nos chers invités qui sont toujours nos hôtes ici, ça témoigne à quel point, même si c'est très complexe, mais en même temps, il y a la petite goutte qui forge toujours le rocher, qui a les moyens et les perspectives qui sont là aussi pour les jeunes, qu'on peut ensemble démontrer qu'on peut aussi surtout faire quelque chose de bien pour cette région qui est loin de Dakar. Merci, Son Excellence. Je passe de l'autre côté. Madame, vous avez entendu vos autres collègues donner leur point de vue par rapport à la question. Je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites. Effectivement, je pense que le plus important, c'est que pour éviter que les jeunes surtout tombent dans l'extrémisme violent, c'est qu'il faut leur donner la possibilité de mener une vie digne dans leur région. Et c'est surtout une question de perspective pour les jeunes qui sont une minorité clé ici, majorité. Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne a déjà mentionné la formation professionnelle. Je pense qu'il y a un facteur clé quand on parle de donner des perspectives aux jeunes. Le Luxembourg est très actif dans ce domaine depuis plus de 25 ans. Et au-delà des possibilités qu'on offre aux jeunes, je pense qu'il est important aussi de leur proposer un narratif, un narratif dans lequel ils se reconnaissent. Par exemple, les rendre attentifs à leur rôle, à leur responsabilité dans le développement de leur région, de laquelle ils peuvent être fiers, surtout quand il s'agit d'une réunion aussi belle et aussi riche en potentiel que Kédougou. Évidemment, nous, on n'est que des partenaires techniques et financiers, donc il est important de mentionner qu'on peut contribuer à ce narratif et à ces possibilités données aux jeunes, mais la responsabilité est bien sûr auprès des autorités locales pour mener, pour donner le lead ensemble avec l'État sénégalais. Merci. Merci. Nestor Bianchi, chef de UNIX. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Famara, pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir partager sur ce thème. Et de prime abord, je voudrais aussi saluer la présence des différents ambassadeurs, aussi vraiment l'ambassadeur de l'Union européenne qui descend dans nos terres ici à Kédougou pour pouvoir voir de visu en tout cas ce qui se fait quant à leur accompagnement et aussi les initiatives de développement qui se font sur place, comment donc booster les populations, mais les acteurs de façon globale pour transformer un peu la situation socio-économique, culturelle, politique de la région de Kédougou.
Alors, pour parler des questions de résilience, mais au-delà de ça, de la question de l'extrémisme violent, je pense que le pourquoi de cette question-là, pourquoi devons-nous être résilients aujourd'hui, ça remonte tout simplement par rapport à la situation de Kédougou vis-à-vis donc de la sous-région par exemple. Si nous regardons la Guinée et le Mali, nous voyons que les deux pays se trouvent dans une situation d'instabilité politique, où on parle de coup d'État entre autres. Et à la Guinée, au-delà de ça, nous savons qu'il y a des querelles interethniques entre autres. Donc, de l'autre côté, avec le Mali qui se trouve effectivement dans la gestion de l'extrémisme violent, pour dire terrorisme, ce que les gens retiennent beaucoup plus et comprennent davantage dans notre zone ici. Donc, cette question d'extrémisme violent, elle est présente à nos frontières. Et donc, sachant que l'extrémisme violent, ça vient d'abord des caractères de radicalisation. Et donc, c'est la radicalisation justement qui pousse à ce que les jeunes manifestent de façon très violente, qui fait que ça crée un désastre. Et donc, c'est ce qui me pousse aujourd'hui à parler des différents facteurs de vulnérabilité auxquels la région de Kédougou est confrontée. Et donc, la région de Kédougou se trouve justement, en tout cas, dans une zone où il y a l'exploitation de l'or. Et qui parle d'exploitation de l'or, on parle de migration de travail. Il y a plus de 26 nationalités qui tournent autour donc, de cette exploitation de l'or. Mais au-delà de ça, il y a l'exploitation industrielle de l'or, qui, à un moment donné, ne parvient pas à absorber justement suffisamment de jeunes quant à la problématique du chômage, mais aussi il y a l'exploitation, disons, semi-mécanique avec les impacts que nous connaissons. Au-delà de ça, il y a donc l'exploitation artisanale de l'or où il y a les problèmes de santé avec l'utilisation du mercure, du cyanure, entre autres, donc la pollution de l'environnement et vraiment beaucoup de choses. De telle sorte que même aussi certains secteurs comme l'agriculture, l'éducation, tous ces secteurs aujourd'hui sont délaissés pour laisser donc place à cette exploitation. Mais au-delà de ça, il y a des trafics aussi de tout ordre qui se trouvent. C'est le trafic des êtres humains et aussi le travail des enfants. Mais au-delà de ça, nous voyons que globalement, les populations sont dans un sentiment aussi de frustration. Et comme la crise naît des petits conflits qui se trouvent, en tout cas, dans nos communautés, c'est comme ça aussi que l'extrémisme violent pourrait se nourrir par les petites tensions qui se trouvent dans le cœur de chacun dans la région de Kédougou. Et donc, la nécessité justement d'être résilient face à cette en tout cas, situation-là n'est pas à démontrer. Et d'ailleurs, Kédougou a déjà lancé des signaux prémices vers les années 2008 où il y avait des émeutes. Personne n'oublie ici au niveau de la région de Kédougou, où même les édifices publics ont été vraiment détruits, brûlés entre autres. Mais au-delà de ça, il y avait aussi récidive en 2017 dans le département de Saraya, où il y avait aussi des manifestations du même ordre, entre autres, etc. Donc aujourd'hui, il faudrait que nous puissions être résilients. Et qu'est-ce que cela dénote ? De préparer les populations, préparer vraiment les acteurs globalement à trouver justement des remparts contre, en tout cas, ces facteurs de vulnérabilité qui poussent à la radicalisation et que cette radicalisation peut être utilisée par les mouvements donc justement d'extrémistes de l'autre côté pour pouvoir les instrumentaliser et créer le chaos au sein donc de notre localité. Et cela, ces facteurs de vulnérabilité, notamment pour pouvoir les corriger, il faudrait qu'on aille vers une dynamique de régler le problème plus ou moins à 80%, c'est-à-dire travailler de telle sorte qu'on puisse mettre sur place des remparts, de telle sorte que l'ennemi ne puisse pas avoir le dessus. Si les 20% par exemple constituent maintenant, disons, l'influence négative que pourraient créer ces mouvements d'extrémisme violent, ça veut dire que quelque part on pourrait contenir. C'est en ce moment-là qu'on essaye donc de trouver des opportunités, de créer des espaces de dialogue pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir diluer un peu les tensions qui se trouvent dans notre cœur. Donc, en quelque sorte, c'est très large, mais on aura l'occasion aussi de revenir en détail. Et c'est de là que la résilience et aussi l'extrémisme violent aussi se nourrit pour créer le chaos dans nos zones. Merci beaucoup. Merci. Alors, avec vous, Nestor, sur le travail de la société civile sur la question. Alors, du point de vue des femmes et des familles, comment justement ces dynamiques se manifestent-elles au quotidien? Et quels sont les signaux, il en a parlé tout à l'heure, selon vous, les signaux qui devraient alerter aujourd'hui? Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de partager ce plateau avec vous. Merci, chers journalistes. En tout cas, c'est très complexe quand même, surtout pour nous en tant que femmes. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une région frontalière avec deux autres régions, qui est le Mali et la Guinée.
Et il y a le travail des enfants dans les sites orpaillages, mais aussi le travail des femmes. Aujourd'hui, nos enfants ont abandonné l'école pour aller dans les sites orpaillages, mais aussi les femmes enceintes, des femmes avec leurs bébés sont là-bas en train de vivre avec des produits très toxiques, avec le cyanure et le mercure. Et aujourd'hui, dans une localité, une commune, souvent les hommes sortent pour aller chercher, mais ces étrangers sont accueillis par les femmes. Ce sont les femmes qui font face à ces inconnus, ce sont ces femmes qui vivent avec ces problèmes. D'où aujourd'hui l'importance d'essayer de sensibiliser ces femmes, d'essayer de renforcer leur capacité et leur connaissance sur cet effet qui n'est pas facile quand même en tant que femme. Et c'est ce qui motive aussi les femmes sur l'extrême pauvreté, Khadija. Aujourd'hui, si on parle de pauvreté, les 90% des femmes aujourd'hui dans la région de Kédougou est extrêmement pauvre. C'est ce qui nous motive aujourd'hui à essayer d'accompagner ces femmes, à essayer de les autonomiser, parce que si on parle de pauvreté, c'est parce que ces femmes-là ne sont pas outillées, et ces femmes-là ne sont pas accompagnées, et c'est ce qui motive cette extrême pauvreté. Alors, Mariam, vous êtes au niveau de la boutique de droit de Kédougou, vous accueillez beaucoup de femmes, beaucoup de familles. Et est-ce qu'il y a des signes aujourd'hui qui devraient vraiment alerter et souvent vous faites face au quotidien avec justement toutes ces lamentations? D'accord, merci beaucoup Madame Khadija pour cette question. Merci chers partenaires. Avant de répondre à cette question, permettez-moi de rajouter un peu à ce que mes prédécesseurs ont dit par rapport aux facteurs. Vous savez que la région de Kédougou est une région qui est riche, mais qui n'est pas riche. Vous allez m'excuser de cette redondance-là. La région est riche de son sous-sol. Tout le monde sait que c'est une région où il y a de l'or, l'exploitation y est vivement présente. Maintenant, il s'est trouvé que Kédougou partage une frontière avec le Mali. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi la porosité des frontières. Donc, les gens rentrent et sortent comme ils veulent. Donc il y a des moyens de transport qui vont permettre aux ressortissants du Mali ou de la Guinée, voilà, de traverser la frontière sans être vus par des gardes ou par les forces de défense et de sécurité qui leur nombre n'est pas tellement effectif pour pouvoir surveiller que ce soit certaines zones frontalières au Mali. Donc c'est ce que je voulais rajouter. Maintenant, pour les premiers signes qui détectent l'extrémisme violent, parce qu'il faut passer d'abord par la définition de ce terme. Ici, dans la région de Kédougou, on parle de prévention, c'est-à-dire que l'extrémisme violent n'est pas encore présent, mais vu la situation stratégique, vu les défis sécuritaires qui sont là, il faut qu'on en parle, il faut qu'on prévienne les gens par rapport à ces questions. Donc, la porosité des frontières font qu'il y a des gens qui traversent. Ils traversent, ils viennent avec leurs idéologies. Ils viennent avec des idées bien déterminées et leur manière de le faire, parce que aussi, quand on parle d'extrémisme violent, ils ont leur mode opératoire. Il y a la pauvreté qui est dans la région de Kédougou. Les femmes, elles vivent dans des situations très difficiles qui font que, surtout les groupements de femmes, parce que dans leur manière de procéder, ils vont s'approcher à ceux qui ont besoin de financement. Donc les groupements de femmes peuvent constituer des vecteurs pour que l'extrémisme violent puisse rentrer dans la région de Kédougou. Ce qu'on ne souhaite pas. Raison pour laquelle ce qu'on doit faire, c'est de sensibiliser. Sensibiliser les femmes qui sont les premières à pouvoir détecter ces signes. Comme le disait tout à l'heure Madame Doucouré, les hommes se lèvent le matin, ils s'en vont, ils quittent la maison. Ce sont les femmes qui restent à la maison avec les enfants. Les femmes doivent avoir l'œil. Avoir l'œil, c'est quoi? Être vigilantes. Parce que quand on parle d'extrémisme violent, c'est pas que le facteur économique. Parce qu'ils ont leur idéologie qui peut être religieuse, ils peuvent se baser sur la religion. Pour approcher les gens, ils peuvent se baser sur la pauvreté, pour financer les jeunes, parce qu'on sait que le taux de chômage est très élevé ici dans la région de Kédougou. Donc ce qui fait que les femmes doivent être vigilantes. Tout changement qu'elles vont détecter par rapport à leurs enfants,
tout changement qu'elles vont détecter par rapport à l'arrivée d'étrangers dans la communauté, elles doivent signaler cela. C'est pour cela, dans nos sensibilisations, on en parle aux femmes pour qu'elles aient l'œil pour pouvoir signaler ces effets-là à qui de droit, que ce soit la boutique de droit, que ce soit la police, que ce soit au niveau de la gendarmerie, ou bien même saisir le procureur pour dire ce qu'elles ont vu, pour qu'on puisse prévenir au plus vite possible cette question d'extrémisme violent qui vraiment gangrène la société au niveau de la région de Kédougou. Les femmes sont importantes dans cette lutte parce que avec les résolutions des Nations Unies 1325 et 2242, voilà, surtout la résolution 1325 qui date de 2000, qui vient mettre la femme au cœur de la prévention et des défis sécuritaires. Les femmes ne sont plus des victimes du conflit, mais elles deviennent des actrices. Voilà, des actrices on doit veiller sur elles. Avec la résolution 2242 qui vient encore approfondir en parlant d'extrémisme violent, pour dire que les femmes aussi doivent être outillées. Les groupements de femmes doivent être outillés aussi pour les aider à sensibiliser leurs pairs, pour les aider à détecter les premiers signes afin de les signaler aux autorités compétentes pour que la situation soit décantée au plus vite possible. Je m'en arrête là pour d'éventuelles questions. Merci beaucoup. Et sur ces questions-là, tout à l'heure, je le disais, aujourd'hui, les femmes se sont exprimées sur aujourd'hui des signaux, peut-être au niveau de Kédougou. À votre avis, est-ce qu'il y a quelque chose qui devrait arrêter? Oui, mais je voulais quand même commencer pour dire que je viens de quitter le Burkina Faso comme ambassadeur du Danemark pendant 3 ans. J'ai vu l'extrémisme violent augmenter sérieusement. Et je pense que le défi et notre objectif de vraiment aussi augmenter la résilience, c'est évident que c'est nécessaire. La réponse, c'est le développement intégré, l'approche intégrée. L'ambassadeur de l'Union européenne a parlé des causes profondes. Je pense que tout a été dit, mais c'est l'éducation, c'est aussi la santé, c'est la création d'emplois pour la jeunesse, mais aussi pour les femmes que nous venons d'écouter. Et ça veut dire que ça implique l'effort que chaque acteur doit jouer son rôle, la société civile, mais aussi, bien sûr, les institutions de l'État au niveau décentralisé, mais même au niveau central. Et c'est là où nous entrons, nous, comme partenaires, pour soutenir tout ça. Nous avons vu à Kidira, mais maintenant, aujourd'hui, hier, ici, à Kédougou, les défis avec nos propres jeux. Et c'est clair qu'il y a beaucoup de travail à faire. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci pour ce tour de table, chers invités. Alors, on a cité beaucoup d'acteurs, on a cité également beaucoup d'autres programmes qui pourraient aider. Mais est-ce que il y a d'autres acteurs qui pourraient également jouer un rôle central pour servir de rempart? Parce qu'on a cité la société civile, les femmes, etc. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres acteurs également qui pourraient servir de rempart? Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne. Juste un acteur qui me paraît évident, c'est le secteur privé. L'enjeu aujourd'hui, on l'a vu à travers les différentes visites que nous avons pu avoir avec les ambassadrices et les ambassadeurs depuis 3 jours, on comprend bien que l'enjeu de la résilience, il est complexe. Il est, comme le disait mon collègue du Danemark, il est multiforme. Et il nécessite une approche intégrée, basée à la fois sur le développement et la sécurité. On l'a vu à travers les exemples que vous preniez, travail difficile dans ces mines, et puis peut-être des alternatives à tracer dans le domaine agricole,
Ça, c'est un des objectifs des programmes qu'on a vus aujourd'hui. Mais cela ne suffira pas à répondre à la question des causes profondes en matière économique. Donc il faudra que le secteur privé vienne investir de manière plus importante. Voilà, en quelques mots, après on pourrait discuter des conditions d'investissement dans le secteur privé, dans une région donnée. Il y a aussi certainement la question des infrastructures, la question du désenclavement, comme on l'a vu dans d'autres régions du Sénégal. Et je rejoins là aussi ce qui a été dit par mes collègues, le rôle de l'État est essentiel. Et ce qui est très encourageant dans ce qu'on a vu ici, Tambacounda, à Kédougou, et puis il y a quelque temps nous étions aussi à Bakel et dans la région du Nord, c'est qu'il y a une présence de l'État qui est bien plus significative que dans d'autres zones frontières que j'ai pu visiter. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que au niveau local, l'État aussi donne des impulsions stratégiques, y compris aux partenaires, sur les priorités sur lesquelles se concentrer. Mais le secteur privé, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons. L'ambassadrice du Luxembourg parlait de la formation, dans laquelle le Luxembourg a été très engagé, avec la Belgique, avec d'autres pays, ici l'Allemagne, bien évidemment, ici au Sénégal. Et l'idéal, c'est de pouvoir construire un continuum entre la formation des jeunes, des activités de résilience, tant que le secteur privé n'est pas suffisamment là pour pouvoir donner les leviers du développement économique, et puis le secteur privé. C'est un peu ce triangle idéal que nous essayons de contribuer à construire, mais que vous essayez de contribuer à construire d'abord, parce que c'est d'abord les populations, c'est d'abord la société civile, le travail formidable que nous avons vu à travers les différentes initiatives qui ont été portées, le travail des femmes, qui a été tout à fait remarquable, alors ici comme ailleurs au Sénégal, souvent dans le domaine de l'agriculture, des femmes très courageuses, très résilientes, qui arrivent à produire. Donc il y a des éléments qui sont des éléments très encourageants pour l'émergence d'un secteur privé. Après, il faudra évidemment parler de conditions d'investissement et de choses qui sont à une autre échelle. Pour le moment, on est ici sur des questions liées à la résilience, essentiellement. Monsieur Nestor, oui. Est-ce qu'à votre avis, il n'y a pas d'autre rempart hormis ce que vient de dire son Excellence, l'ambassadeur de l'Union européenne? Voilà, merci beaucoup, M. Famara. La question de l'extrémisme violent, c'est une question sécuritaire. Et justement, parler de la sécurité, nous savons que pertinemment que ce n'est pas une question de réponse à trouver de façon verticale, mais horizontale. Parce que nous devons beaucoup plus aller dans une dynamique de sécurité collaborative où tous les acteurs sont impliqués, chacun dans son domaine, chacun dans son rôle à jouer pour pouvoir donc amener les populations à ce qu'elles soient résilientes face à ces menaces-là. Et c'est pourquoi le rôle, par exemple, des forces de défense et de sécurité aussi est déterminant. Et de l'autre côté, les organisations de la société civile, mais les populations de façon globale. C'est pourquoi ce serait un plaisir pour moi de parler de l'approche, par exemple, du projet Saine Résilience, avec ses partenaires dont l'UNIX fait partie, bien entendu, l'AJS et aussi Tatane et un autre partenaire Timbuktu vers le Tambacounda. C'est d'évoluer dans la dynamique de créer des activités de sensibilisation, mais aussi de création des espaces de dialogue. Parce que c'est à travers ces espaces de dialogue-là que les vulnérabilités, que les souffrances, les tensions sont évacuées, la parole est libérée. Et donc, quelque part, il y a apaisement, justement, de ces tensions-là. Mais il y a un autre volet aussi, dans la deuxième phase, les capacitations. Les termes d'extrémisme violent, parce qu'on ne peut pas du tout être résilient sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, quand on parle d'extrémisme violent, je me rappelle d'ailleurs pour une petite anecdote, il y a 2 ans derrière, quand on démarrait le projet Saine Résilience, on leur parlait de la prévention à l'extrémisme violent, entre autres. Écoutez, il faut nous lâcher avec ces thématiques-là,
parce que ce sont des choses que vous êtes en train d'importer. Nous, ces questions-là, ça ne nous concerne pas. Mais au fur et à mesure, quand on a commencé à dérouler les activités, ils ont compris justement qu'à côté, la porte d'à côté, les gens sont en train de souffrir, mais qu'il peut y avoir pénétration, bien entendu, au niveau donc, de la région de Kédougou. Et si ça pénètre dans la région de Kédougou, c'est tout le Sénégal entier. Et ce qui est bizarre dans tout ça là, si par exemple du Mali, pour l'instant, ils sont en gestion d'extrémisme violent, et ça bascule du côté de la Guinée, mais disons-nous qu'automatiquement ça arrive aussi au Sénégal. C'est le même schéma aussi que si ça quitte le Mali pour entrer au Sénégal, ça part aussi au niveau de la Guinée, entre autres, etc. Donc, le fait de créer, des ateliers de formation sur les thématiques, sur des thématiques de dialogue, sur des thématiques de médiation, mais préparer les populations à savoir le problème et comment est-ce qu'il se manifeste et comment l'éviter, ça c'est déjà une approche qui est très constructive et qui permet à prévenir justement l'extrémisme violent. Et au-delà de ça, dans la troisième phase, comme vous parlez des instruments de développement économique, c'est très important parce que justement, si il y a un taux de chômage, comme disait quelqu'un tout à l'heure, très élevé entre-temps, naturellement que la vulnérabilité devient énorme. Parce que de l'autre côté, on peut leur proposer, en tout cas, une solution dans ce sens-là. Et que naturellement, ils vont coopérer et ça sera donc justement de l'espoir qu'on leur donne. Et donc, si cet espoir-là est créé au niveau local, mais naturellement, nous créons déjà un rempart pour que l'extrémisme violent ne pénètre pas, parce que ça commence par une idéologie, entre autres, etc. Donc, ce qui veut dire que tout simplement, que la sécurité, d'abord globalement, ne peut pas être abordée de façon verticale, mais il faudrait que tous les niveaux, en tout cas qu'on puisse les développer, dans la conscientisation, dans la capacitation, mais en trouvant aussi des outils de développement économique pour que les populations aussi puissent en tout cas trouver de l'espoir au niveau local pour pouvoir donc faire face à cet extrémisme violent qui aujourd'hui, on sait qu'à Kédougou, tous les ingrédients sont réunis pour que cela se fasse. Mais jusque-là, en tout cas, on est préservé, mais à 2 kilomètres déjà de la frontière, nous savons ce qui se passe, ce qui s'est passé, et donc du coup, on n'est pas épargné. Et pour savoir justement la force de cette idéologie-là, il y a des pays comme le Burkina, son Excellence est en train de parler de cela. De l'autre côté, ils pensaient que ça n'allait pas, nous-mêmes, nous tous qui sommes à côté, on pensait que ça n'allait pas se produire. Mais aujourd'hui, ils sont en gestion de terrorisme, justement, de l'extrémisme violent. Ben, si le Sénégal, jusque-là, on dit que c'est un pays de paix, entre autres, mais à travers la région de Kédougou, de Tambacounda, entre autres, si ça pénètre, naturellement, tout le Sénégal serait affecté. Mais comment faire maintenant pour gérer ce conflit-là? Ça veut dire que tout ce que l'on a construit comme un tissu social solide, ça va tomber par terre. Et donc, du coup, ça va justement davantage fragiliser les populations parce que le seuil de pauvreté est très élevé avec le contexte actuel que nous connaissons aussi qui ne favorise pas justement les populations à être suffisamment résilientes. Mais grâce au programme, au projet que vous, à travers l'ambassade de l'Union européenne et les différents ambassadeurs que vous êtes, pour l'appui à la société civile locale, les femmes, l'accompagnement des femmes, le programme de FBI, entre autres, etc., qui sont là pour accompagner donc ces organisations de la société civile, c'est pour pouvoir essayer donc au niveau local de pouvoir communiquer directement avec les populations parce que c'est ensemble qu'on souffre, c'est ensemble qu'on voit les véritables problèmes et chaque organisation est appelée à détecter ne serait-ce qu'un maillon faible de cette dynamique d'extrémisme violent et d'apporter une réponse constructive, chacun par rapport à son niveau de prédilection. Merci. Une réponse adéquate, d'ailleurs je pense que vous le faites déjà, l'UNIX, mais aussi les autres partenaires qui sont au niveau de ce consortium qui travaillent dans le projet Saint Résilience avec toutes ces activités que vous menez le long des frontières, mais aussi dans des communes aujourd'hui qui peuvent être des portes d'entrée. Alors, au niveau de cette société civile, Khadija Doucouré, dans votre organisation, quelles sont les activités concrètes que vous menez justement pour aujourd'hui renforcer cette résilience? Merci Khadija. Nous menons différentes activités. La première, c'est de sensibiliser d'abord les femmes, parce que c'est avec les femmes, mais les alerter pour que si aujourd'hui une femme qui habite à Madina Bafé, il n'y a que le fleuve Khadija qui sépare cette femme avec le Mali. D'où ces étrangers ont des possibilités avec leur moto, avec leur vélo, avec leur tricycle, traverser et rentrer au Sénégal, particulièrement dans leur commune. Mais aujourd'hui, notre sensibilisation, c'est dire à ces femmes, si vous avez vu des inconnus se comporter autrement, c'est de faire des alertes. Mais aussi vos enfants, aujourd'hui, avec la pauvreté, vous
pouvez avoir des enfants et prennent d'autres comportements. C'est d'alerter ces enfants-là et essayer de discuter avec eux, mais aussi discuter avec les communautés, parce que les communes ont des chefs de village, ces communes ont des maires. Essayez aussi de se rapprocher de ces collectivités territoriales pour alerter des inconnus ou bien des actes qui peuvent aujourd'hui détruire notre région. Donc nous menons ça aussi, mais la sensibilisation n'arrête pas à cela seulement, Khadija. La sensibilisation va au-delà de ça. Parce qu'aujourd'hui, ces femmes, en les appuyant dans l'autonomisation, c'est une manière de sensibiliser. Aujourd'hui, si les femmes sont appuyées, si les femmes sont accompagnées, si les femmes sont bien structurées, si les femmes ne sont pas victimes de cette extrême pauvreté, elles peuvent aujourd'hui être l'alerte pour ce fléau qui est en route vers le Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, c'est les femmes qui sont à la maison. C'est les femmes qui gèrent leur foyer et leurs enfants, même leur mari. Aujourd'hui, une femme peut alerter son mari en introduisant un inconnu dans la famille. Et c'est la femme qui reste pendant la journée avec cet inconnu, qui peut détecter certaines choses que le mari quitte le matin tôt et revient tard la nuit, qu'il ne peut pas faire cette différence. Donc aujourd'hui, la sensibilisation va au-delà de ça. Mais aussi le fleuve Gambie, parce qu'aujourd'hui, les femmes qui sont auprès de ce fleuve Gambie, avec les cyanures et les mercures, ces femmes-là aujourd'hui sont victimisées parce qu'elles n'ont pas de terre où cultiver. Aujourd'hui, on ne peut pas faire l'agriculture autrement si on n'a pas la terre. Et ces femmes-là, avec ces terres-là, peuvent gagner dignement leur vie, avoir leur patrie dignement avec leurs animaux, pour essayer quand même de réduire la pauvreté dans ces localités-là. Réduire la pauvreté, accompagner l'autonomisation des femmes pourrait être une réponse justement à cela. Alors Mariam, au niveau de la boutique de Toit aussi, certainement il y a des activités qui vont aller dans ce sens-là. Oui, merci beaucoup Madame Khadija. Effectivement, il y a des activités qui sont prévues par rapport à cette réponse à la prévention de l'extrémisme violent. Donc notamment, comme elle le disait tantôt, des activités de sensibilisation qui seront faites dans les zones les plus reculées, surtout les zones qui sont frontalières à ces pays où sévissent détention. Donc partager aussi des numéros, parce que c'est important aussi, parce que la désinformation est un vice. Donc faire connaître à la population, notamment aux femmes, leurs droits déjà. Dire aussi que c'est pas dès qu'on a vu un étranger que il n'a pas le droit de circuler, parce qu'il y a la libre circulation des personnes et des biens dans notre espace. Donc c'est dire qu'il faut que ces femmes soient informées, ces femmes soient sensibilisées, voilà, ces femmes soient capacitées sur certaines thématiques qui feront qu'elles auront le courage. Et je reviens encore une fois, parce qu'il y a des numéros qui sont là, qui ne sont pas connus du grand public, que ce soit le numéro de la police, de la gendarmerie, même le numéro vert de l'AJS. Voilà, il faut que ces numéros soient vulgarisés au-delà du département de Kédougou, parce que Kédougou ne s'arrête pas seulement au département. Donc il y a Saraya qui est là, il y a Salimata, il y a les villages reculés aussi, qu'il faut aller voir la population, essayer de discuter avec eux. Comme je le disais tout à l'heure, la désinformation c'est un vice, donc toutes ces personnes-là doivent connaître leurs droits, doivent savoir comment faire pour détecter les premiers signes d'extrémisme violent. Donc essayer de voir aussi, comme elle le disait tantôt, autonomiser les femmes, parce que la pauvreté, ça fait naître beaucoup de choses. La pauvreté, ce n'est pas que à l'endroit des femmes, des jeunes qui sont là, qui sont frustrés parce qu'ils ne trouvent pas de travail. Ils font des formations, on ne les recrute pas dans les mines, dans les sociétés minières. Ça, c'est un réel problème. Alors qu'il y a le lycée technique qui est là, ils font tout pour faire des formations allant dans ce sens, mais à la fin, ils se retrouvent sans boulot. Donc, eux, ils sont en train de pleurer parce qu'ils se disent que nos sociétés minières ne les prennent pas, ils ne prennent que les étrangers. Le pourquoi? Donc, essayez de trouver une solution à ces problématiques-là. Essayez de parler avec nos autorités locales qui sont là. Comme le disait tout à l'heure M. Bianquin, il faut créer ce cadre-là. Ce cadre où des discussions doivent être menées avec les chefs de village, les délégués de quartier, les femmes, les hommes, les jeunes. Comme ça, ils pourront dire ce qu'ils voient, ce qui ne va pas,
ce qu'ils peuvent apporter pour qu'il y ait changement. Et puis dans les zones les plus reculées aussi, créer ce qu'on appelle des comités de veille et d'alerte. Ces comités sont importants parce que comme on le disait, on ne va pas se fatiguer à le dire. Les femmes peuvent devenir des vecteurs. Elles sont les premiers contacts face à ces personnes qui peuvent évoluer dans des organisations d'extrémisme violent. Donc ces femmes-là, il ne faut pas les laisser en rade. Encore, je reviens encore une fois pour dire qu'au niveau international, elles sont protégées, elles sont appelées à intervenir dans tout ce qui est question humanitaire. Donc c'est ça que je voulais ajouter par rapport à ça. Merci beaucoup Madame Traoré, coordinatrice de la boutique de droit de l'AJS de Kédougou. Alors, chers invités, au niveau communautaire, quels sont les leviers d'action les plus efficaces pour prévenir la radicalisation? Son Excellence, Madame Hélène Bock. Merci beaucoup pour cette question. Je vais y répondre en rebondissant un petit peu sur ce qui a été dit juste avant moi. Et c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, on a fait cette visite ici avec mes collègues de la Team Europe au niveau des ambassadeurs. Je pense que c'est la plus grosse délégation qu'on ait eue depuis très longtemps. Donc c'est pour vous dire tout l'intérêt qu'il y a. Parce que justement, pour nous, ce qui était important, c'était de venir... Donc nous venons, comme mes prédécesseurs l'ont déjà dit avant moi, nous sommes là en tant que PTF, partenaire technique et financier. Nous venons en appui à l'État du Sénégal et aussi à la société civile via différents vecteurs. Et pour nous, c'est important justement de venir ici pour entendre ce que nous entendons ici lors de cette émission de la part des acteurs de terrain qui nous expliquent justement quels sont tous ces défis. J'ai entendu évidemment le mot sécurité, évidemment l'extrémisme violent. C'est une question de sécurité physique, c'est vrai, on est dans une zone transfrontalière, c'est d'autant plus pertinent. Mais j'ai aussi, et vous savez, moi, il y a 10 ans, j'ai travaillé sur l'extrémisme violent dans mon pays. Donc, je vous dis, l'extrémisme violent, il n'y a aucune société, aucun pays qui est immunisé à ça. Et on s'est rendu compte que c'était aussi une question de sécurité humaine. Et je rejoins un petit peu ce qu'on dit Madame Traoré aussi, par exemple, en disant, voilà, quand on construit la résilience des communautés et des personnes, c'est aussi là-dessus qu'on travaille. C'est sur la dignité, comme disait ma collègue ambassadrice du Luxembourg, c'est sur les droits humains, c'est sur les valeurs, en fait, que le Sénégal et l'Union européenne, ses États membres, ont en partage et qu'il faut aussi défendre et protéger. Vous nous aviez posé la question des remparts. Et c'est vrai qu'on a cité plusieurs remparts ici, aujourd'hui. Mais en fait, je pense que, de manière absolue, chaque individu est un rempart. En fait, il faut faire de chaque individu un rempart contre la radicalisation qui mène à l'extrémisme violent. Et pour ce faire, il faut outiller les gens. Parce que ce sont évidemment des forces qui sont quand même très complexes, comme on l'a vu. Et je pense que c'est ça que font les autorités que nous appuyons. C'est ça que font les ONG et la société civile que nous appuyons aussi. C'est outiller justement tous les acteurs de ces communautés pour faire face à ça. Une fois qu'on a des acteurs qui sont outillés, alors je parle de l'éducation, évidemment, nous, au niveau de la Belgique, on va lancer après-demain, ici à Kédougou, un programme qui vise à justement former plus de 1000 instituteurs adjoints pour les écoles de la région de Kédougou, Tamba, Sédhiou et Kolda. Il y a des formations professionnelles qui se font un peu plus tard, donc là on parle du primaire, mais évidemment au niveau de l'élémentaire, du moyen et des cycles supérieurs, c'est tout aussi pertinent. Mais c'est par ça que ça commence, c'est par les services sociaux de base, sur lesquels travaille aussi le projet Saine Résilience. Et une fois qu'on a renforcé ces remparts individuels que chacun porte en lui ou en elle, parce que les femmes, c'est vrai, jouent un rôle central, et je pense qu'il faut le saluer. Alors on peut regarder de manière en parallèle, en fait, les exercices qui sont en parallèle, on peut regarder justement ces facteurs d'instabilité qui existent et qui sont, il est vrai, nombreux ici dans la région. On parle de la sécurité et là, au niveau de la Team Europe, on travaille en appui aux autorités sur la sécurité des frontières avec les projets Garci qu'on a visités aujourd'hui aussi à Saraya. Mais on a aussi évidemment la pauvreté qui a été identifiée vraiment comme un facteur clé aussi, à la pollution.
la lutte contre la pollution, la sensibilisation par rapport à la pollution, parce qu'il faut définir les choses avant de lutter contre elle. Et je pense que c'est tout ça, en fait, pour moi, cette conversation, toutes ces conversations qu'on a eues les derniers jours et qu'on a aussi ici ce soir à la radio, ce sont justement les conversations qui nous permettent de peaufiner ces réponses qu'on apporte pour faire face à ce problème. Et je pense que chacun d'entre nous a un rôle à jouer là-dedans. Bien sûr. Alors, Son Excellence Kyle Baldor, ambassadeur d'Allemagne, est-ce que, à votre avis, il y a d'autres leviers également qui pourraient également permettre plus efficacement de prévenir la radicalisation? Mais je pense que l'image des défis a été assez complète. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne commence pas à zéro. Je crois que dans la région, on construit quand même sur des bases, des richesses de la région. On l'a mentionné, et ce n'est pas seulement dans le sous-sol, je crois. Je crois qu'il y a une très belle nature, et je crois surtout qu'il y a ce qu'on appelle un capital humain. Et ça m'allait un peu froid, parce que c'est fait d'hommes et de femmes et de jeunes qui sont là, qui ont envie de travailler, qui ont envie de créer, qui ont des ressources. Et je pense qu'on a eu un accompagnement avec une sensibilisation croissante auprès des autorités du Sénégal, comme nous, on les a rencontrés, ce qu'on a entendu. Il y a une conscience croissante sur les besoins des régions frontalières. Il y a un accompagnement aussi depuis longue date de l'Union européenne et de partenaires de nos pays, de l'Allemagne. Je suis très heureux qu'il y ait deux partenaires, la GIZ et la Fondation Konrad Adenauer, qui travaillent dans la région et qui ne sont pas là depuis hier, mais depuis beaucoup de temps, donc qui connaissent bien la région. Et dans le cadre de ces projets réseau REFOP, on a beaucoup parlé de saine résilience. Je voudrais aussi mentionner un projet qui a eu lieu dans plusieurs régions, mais qui était une réussite, réussir au Sénégal. C'est l'Allemagne et les Pays-Bas qui ont, à travers la GIZ, travaillé beaucoup sur le secteur économique, sur les PME, sur la création d'emplois. Et on a vu à la clôture à Dakar de ce programme une multitude de petites entreprises qui ont présenté des produits, franchement, qui sont bien pour Kédougou, qui sont bien pour Dakar et qui sont bien pour l'Europe. Et ça, c'était vraiment bien de voir ça. Et il y aura aussi des continuités dans les programmes là, parce que je crois que c'est vraiment une clé de donner des perspectives aux jeunes. Une autre dimension qui est donc très chère à l'Allemagne, c'est la formation professionnelle. On a visité hier le lycée technique de Kédougou. Je crois que c'est un pôle très important, vraiment pour préparer les jeunes à de l'emploi qualifié et digne. Il y a une chose que je voudrais rajouter. Hier, on a eu la chance de visiter l'initiative des femmes. Et quand on parle de résilience, moi, j'ai eu mon moment personnel de savoir qu'est-ce que c'est la résilience, où vous avez montré l'unité de production, vous avez montré une machine qui était financée par le programme, et après, vous nous avez dit, voilà, l'autre machine, on a acheté nous-mêmes, parce qu'on avait besoin d'une autre machine, parce qu'il y avait tellement de travail. Et ça, en cotisant chaque membre de votre association, une petite contribution. Et c'est ça que je crois où il faut arriver. Une population résiliente qui connaît ses capacités, ses perspectives et qui arrive à se donner elle-même aussi les moyens d'aller en avant. Et Hélène, tu as dit quelque chose de vraiment très important, je crois. Ce n'est pas une question de Kédougou, et vous l'avez mentionné aussi, la dimension vraiment globale. Nous, en Europe, on connaît aussi la question d'une paix menacée, d'une polarisation dans nos sociétés. Et je crois que c'est vraiment quelque chose ici et chez nous qu'il faut que nous
on attaque ce problème ensemble. Merci, Son Excellence. Je vais inviter Son Excellence Huberti. Alors, Huberti, je vous ai vu hocher la tête. Oui, donc c'est je que suis vous d'accord avez... avec beaucoup de choses qui ont été dites. Je pense que la discussion a été très très riche. Et le mot-clé pour moi ici, investissement. Investissement dans la santé, la formation, l'éducation, dans les infrastructures. Et pour cela, il faut vraiment que tous les acteurs travaillent ensemble, comme ça a été brillamment dit par mes collègues ici, M. Nestor, que tous travaillent ensemble pour tirer dans une même direction. Il faut une stratégie pour cela. Mais, et c'est une question de sensibilisation, en fait, de responsabilisation de l'individu pour qu'il soit conscient de son rôle, pour avancer ensemble. Et là, évidemment, le travail n'est jamais fini. Chez nous aussi, avec chaque génération, il faut recommencer, c'est comme ça. Mais ce que je voulais dire aussi ici, c'est vraiment vous dire merci de nous avoir invités, parce que vous êtes une radio communautaire. C'est un canal extrêmement important pour passer justement ces messages. Pour avoir travaillé dans une petite radio aussi il y a longtemps, je sais à quel point c'est difficile de travailler souvent avec peu de moyens, souvent de façon honoraire, mais j'ai beaucoup apprécié le climat de solidarité qui existe dans ces petites enceintes. Et c'est extrêmement important parce que vous savez quels messages sont pertinents pour votre région, pour votre communauté, et c'est extrêmement précieux. Peut-être une petite question pour les journalistes aussi qui sont présents. Comment une radio communautaire, c'est bien, c'est extrêmement important, mais c'est peut-être pas assez. Comment vous faites pour vraiment que les messages arrivent chez les jeunes qui sont sur les médias sociaux ou peut-être qu'ils écoutent aussi les radios communautaires, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un outil pour participer à la vulgarisation, comme vous l'avez dit, de beaucoup de messages. C'est ça, je pense que nous parlons d'acteurs et parmi ces acteurs-là aussi de la société civile, les radios en font partie et en tant que radio communautaire, nous jouons pleinement aussi ce rôle-là parce que nous sommes, comme vous l'avez dit, chacun de nous est rempart justement de ce l'extrémisme violent. Alors, nous, au sein des radios, c'est l'utilisation des langues locales surtout. Tous les messages que nous transmettons, les sensibilisations sont transmises au niveau de la radio, les informations arrivent en temps réel, mais dans les langues locales du milieu. Alors là, c'est un atout parce que les populations, forcément, quand on parle de droits humains, quand on parle de résilience, elles ont besoin de comprendre que signifie ce mot dans leur langue, que signifie justement tout ce qui tourne autour de cette question-là. Mais à côté de ça, il y a des émissions qui sont souvent organisées pour donner l'opportunité aussi à ces communautés-là de dire ce qu'elles voient, ce qu'elles pensent de la situation actuelle du pays, de la sous-région. Et par là, parler des signaux, comme on l'a dit, et qui pourraient être perçus comme étant justement des alertes à l'endroit des communautés, de toutes ces populations-là. Donc nous sommes aussi des structures de veille et d'alerte, donc je pense que de même que les autres organisations, nous jouons ce rôle-là en tant que radio communautaire de la communauté, pour la communauté, comme on dit, c'est vraiment notre message et c'est notre, comme on dit, credo. Tout à fait. D'ailleurs, pour te compléter, par rapport à la question de Son Excellence, nous avons, en tant que radio communautaire, été deux fois ici. Nestor en parlait de 2008, c'est les événements de 2008. Grâce à cette radio, le climat a été apaisé. Il y avait des affrontements, il y a eu même mort d'hommes. Mais il a fallu que la radio intervienne pour calmer et apporter la paix. Et ça, on a fait appel à beaucoup d'acteurs. La société civile, les leaders communautaires, les leaders religieux, les forces de défense et de sécurité. Parce qu'en fait, ils voulaient dialoguer avec la population, communiquer avec la population. Mais comment? C'est pourquoi la radio a joué ce rôle. L'autre sujet qui a aussi fait déborder le vase, c'est la question, n'est-ce pas, d'une vaste étendue de terre qui devait être achetée par quelqu'un. Et qui, n'est-ce pas, dans cette superficie, il y a des villages, il y a des lieux de culte, parce que ce dernier voulait faire un parc animalier. Alors ça a soulevé des tensions. Les gens, les populations ne voulaient pas perdre leur terre, ne voulaient pas quitter leur village, ne voulaient pas perdre les lieux de culte, les cimetières, et ainsi de suite. Donc, en parlant de ce sujet, on a même été menacé pour dire ne débattez pas de ce sujet. Parce que les autorités ne voulaient pas. Mais on a fermé les yeux, nous avons foncé et nous avons créé le débat, comme on l'a fait ici. Et au sortir de ce débat, la situation s'est calmée, s'est apaisée. Donc c'est pour dire, il y a tant d'autres
exemples que je peux citer, mais voici quelques exemples que je peux dire, parce que ça, c'est des moments quand même importants que Kédougou a vécu et que le monde entier également a suivi. Les événements de 2008, et l'autre, c'était un projet, n'est-ce pas, de parc animalier qu'on voulait créer de Bandafassi jusqu'à Saraya. Et vous voyez ce que ça coûte en termes de superficie. Alors, merci beaucoup, Khadija. Vous avez... Merci. Alors, pour dire tout simplement que les radios vont jouer leur rôle pleinement. C'est sûr que pour maintenant atteindre un plus grand nombre, la cible, elle est variée. C'est les partenaires, c'est les villages, c'est les traditionnels, c'est les parents, c'est les jeunes aussi qui sont de plus en plus avec les réseaux sociaux. Les radios tendent vers ça, on l'a compris, et je pense que quitter de l'analogie et aligner au numérique, c'est vraiment aujourd'hui l'enjeu de taille, et nous y sommes. Je pense que ça pourrait apporter vraiment beaucoup de choses. Alors, on va rester avec vous, les partenaires, c'est pour revenir sur vraiment le rôle que vous êtes en train de jouer. Vous l'avez dit tout à l'heure, la société civile, un travail de longue haleine. Vous appuyez comment, son Excellence Jean? Merci beaucoup. La société civile, elle est fondamentalement au cœur de l'action de l'Union européenne et de ses États membres. C'est-à-dire que quand on soutient, dans le cadre du partenariat UE-Sénégal, l'État du Sénégal, on le soutient soit directement, soit à travers sa société civile, qui en plus au Sénégal est extrêmement active, nombreuse, dans toutes les régions qu'on a pu visiter, extrêmement dynamique. C'est un facteur de résilience extraordinaire. Dans d'autres régions, c'est un facteur d'entrepreneuriat, parce qu'il y a des conditions d'investissement qui sont plus favorables. Donc on la soutient de cette manière-là. On la soutient directement à travers des programmes variés. J'étais très heureux d'entendre la représentante de la JS. On a eu le plaisir de visiter la boutique de droit hier, et vous savez combien je suis attaché à ces boutiques de droit pour les avoir visitées avec les ambassadeurs aussi à Dakar et dans d'autres régions. J'étais très heureux de l'avoir cité, la résolution 1325 dont nous célébrons les 25 ans cette année, et qui mettent au cœur des conflits, au cœur de la prévention des conflits et au cœur de la résilience, les femmes. Et hier, on entendait dans la coopérative des 8000 et quelques femmes, que c'est quand même très nombreux. Je me souviens que l'ambassadrice de Belgique était frappée par le nombre de femmes qui travaillent chez vous de manière très active. Vous soulignez que les femmes sont pas seulement facteurs de résilience au sein des familles, mais au-delà des familles, de la société. Et c'est une des raisons pour lesquelles, dans nos actions vis-à-vis de la société civile, nous soutenons beaucoup les coopératives de femmes, évidemment celles aussi qui se battent pour le droit des femmes, pour le respect de la dignité humaine, sur ces aspects de liberté fondamentale et de respect des droits fondamentaux des personnes. Donc ça, c'est deux axes qui sont pour nous très importants. Et puis au-delà de ça, il y a un troisième axe qui est celui de la jeunesse, qui est essentiel, je dirais, qui est presque celui qui est fondateur et au cœur, en tout cas, du partenariat entre l'Union européenne et le Sénégal. C'est intéressant parce que nous avons évoqué des questions d'éducation, et je pense que nous y reviendrons dans le cours de nos visites cette semaine. Mais il y a un certain nombre de jeunes qui sont au Sénégal ni en emploi, ni en formation, ni au travail. Et cette jeunesse-là, nous l'avons aussi soutenue très fortement à travers le partenariat que nous avons avec le CJS, le Conseil de la jeunesse du Sénégal, qui a le mérite de s'intéresser à des populations qui ne sont justement pas bénéficiaires ni de travail, ni de formation, ni d'emploi, et qui arrivent à leur donner
les éléments de savoir-être, de savoir-vivre et de savoir qui vont leur permettre de se débrouiller dans le monde d'aujourd'hui. Et donc de manière à réduire la fracture sociale qui est importante de réduire en attendant que l'économie privée soit suffisamment pourvoyeuse d'emplois. Donc ça, c'est vraiment nos 3 axes de soutien à la société civile. Et puis, il y a un 4e axe qui est important aussi, qui concerne la société civile, cette fois-ci, pas du domaine du développement, de l'économie, mais la question de la société civile, des libertés politiques. Et à ce titre, nous avons soutenu, pour réduire aussi les risques de violence électorale, des associations comme le COSC, le GRADEC ou 3D à l'occasion des dernières élections. Donc il y a aussi ce travail qui est important de la société civile sénégalaise. Mais ici à Kédougou, notre cœur de concentration sur la société civile, ce sont les femmes, les jeunes et tout ce qui peut contribuer à la résilience des sociétés. Merci. Ah, oui, juste un mot, effectivement, mais je vais laisser l'ambassadrice de Belgique en parler, même si c'est une création de l'Union européenne avec ses États membres. Non, je voulais juste rajouter un petit point pour dire, il y a évidemment les appuis financiers qu'on peut fournir à la société civile et ça c'est très important et c'est ce qu'on voit aussi, mais l'Union européenne a depuis 2023 instauré un dialogue structuré avec la société civile. Donc il y a vraiment une formalisation du dialogue où justement on échange. C'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant pour nous aussi, parce que ça nous permet autour de thématiques, on le fait 1 fois par an, 2 fois par an. 2 fois par an. 2 fois par an. On le fait 2 fois par an, on choisit des thématiques au niveau de l'Union européenne en co-construction avec la société civile, justement, pour avoir ces échanges et ces dialogues sur les grands défis auxquels elles font face, les grandes thématiques, on parle de tout. Et ça nous permet aussi de structurer justement cette coopération et ça nous donne aussi, je pense, des éléments pour peaufiner les programmes d'appui financier qu'on peut avoir. Et juste un point complémentaire, c'est on le fait de manière décentralisée. C'est-à-dire qu'on a fait la première réunion à Dakar, mais on est allé avec les ambassadrices et les ambassadeurs de la Team Europe à Saint-Louis. On est allé aussi en Casamance, du côté dans la région de Sédhiou, et puis et de Ziguinchor, et on l'a fait aussi à Mbour, et chaque fois sur des thématiques différentes, choisies par la société civile. À Mbour, c'était sur les questions de migration et de mobilité. Dans la région de Sédhiou, c'est sur les questions de secteur privé et d'accès au financement et au développement. Et puis, dans la région de Saint-Louis, on avait un focus sur la formation professionnelle et sur les questions d'accès à l'emploi pour les jeunes. Donc chaque fois, c'est des domaines qui sont choisis par la société civile et qui nous permettent ensuite d'avoir des recommandations qui vont à la fois nous permettre de programmer un certain nombre d'actions ou de soutien financier, d'agir aussi en cohérence. Monsieur Nestor mentionnait tout à l'heure le besoin de cohérence, et c'était aussi un des enjeux de notre mission ici, c'est de voir comment les opérateurs peuvent s'articuler, être plus en synergie, travailler ensemble, avoir plus d'impact. Et c'est ça qui nous intéresse. Alors, ce travail-là, on le fait dans le cadre d'une approche vraiment à 360 degrés, c'est-à-dire c'est la société civile, c'est l'État et c'est les investissements. On parlait de la région de Kédougou, mais sur la région voisine de Casamance, on a beaucoup fait aussi pour aider à beaucoup d'aspects. Alors, un peu de résilience, certains aspects sur les questions de paix en Casamance qui sont importants, et puis des aspects socio-économiques comme le désenclavement de la Casamance en finançant par exemple la route entre Sénoba et Ziguinchor avec la Banque africaine de développement. Là aussi, c'était un bel exemple
coopération entre l'Europe et l'Afrique, hein, à la veille bientôt du prochain sommet qu'on aura entre l'Union européenne et l'Union africaine à la fin de ce mois. Donc voilà, il y a beaucoup d'exemples, mais je pense qu'il faut qu'on garde une approche à la fois granulaire, comme celle que vous avez évoquée au début, et comme celle que mes collègues ont évoquée aussi en prenant les difficultés auxquelles l'Europe est aussi confrontée sur des thématiques qui sont très similaires. Donc une approche granulaire, sécurité et développement, et puis une approche aussi holistique qui nous permette de lier les actions vis-à-vis de la société civile, les actions de l'État, et tout ça doit être bien sûr accroché à la volonté de l'État. Nos actions ici au Sénégal sont accrochées à la vision 2050. C'est important d'avoir, de suivre ce référentiel pour pouvoir avoir des contributions qui soient cohérentes, utiles et qui s'inscrivent dans le cadre d'un partenariat entre l'Union européenne et le Sénégal. Je remercie Son Excellence Famara. Oui, peut-être monsieur l'ambassadeur de la Danemark aura peut-être son mot à dire. Et l'ambassadrice de Pologne. L'ambassadrice de Pologne également. Je voulais juste rebondir à ce qui vient d'être dit aussi par Madame l'ambassadrice de Luxembourg par rapport au rôle des radios communautaires. Pourquoi pas la prochaine fois, quand quelqu'un de nous vienne, dans les cadres de projets Team Europe ou bilatéral, faire exactement la même chose, mais exactement dans l'endroit qui est isolé et frontalier, pour faire parler aux jeunes, pour aussi leur montrer les exemples qu'on a eu aussi aujourd'hui en visitant le projet de maraîchage où la personne, le collègue qui s'occupe de ces projets, en fait, il travaillait dans les mines avant. Et il a quitté les mines pour travailler dans ces projets. Parce que lui-même, il a été convaincu que il n'y avait pas de la durabilité, qu'il n'avait pas de vraie perspective de développement, aussi le développement personnel. Et pour faire parler ces gens-là dans les langues locales, parce que même cette émission-là, qui va l'écouter vraiment? Et le fait que nous ne parlions pas volant, parce que vous en avez tellement, c'est quand même extraordinaire. Et que faire? Je sais qu'au niveau logistique, ça va être un peu difficile, mais si on vous prévient à l'avance, ça serait bien, parce que vous avez aussi souligné un mot qui est clé aussi pour nous les Polonais, mais on voit à quel point tout résonne un peu partout, les mots des informations, qu'on peut vraiment décliner par chaque secteur. Secteur droit des femmes, secteur les enfants, secteur sécurité, secteur extrémisme, tout. Alors même si on s'approche plus et il y a cette information qui passe, je sais qu'au niveau communication, c'est aussi difficile par rapport au réseau, que parfois, voilà, ça ne capte pas et vous êtes dans un trou sans réseau total. Et bien en même temps, il y a aussi les moyens de faire passer le message. Écoutez, nous, on sait ce que ça veut dire. Alors, ceux qui sont de l'autre côté de la barrière, qui veulent peut-être intercepter et acheter les cerveaux et les âmes de jeunes, peut-être ils vont réfléchir 2 ou 3 fois avant exactement de toucher cette région ou d'essayer d'intercepter les autres. Parce que les réseaux sociaux n'ont pas de frontières. Et qu'on a vu, même dans les villages, tout le monde a les portables. Ils n'ont pas de boulot, mais ils ont des portables. Et ils sont tout le temps sur le WhatsApp, sur le groupe. Alors ça se passe aussi à travers des réseaux sociaux. Voilà, c'est juste une petite idée qui m'est venue en regardant nous tous en train de parler. Mais vraiment, bravo pour ces radios communautaires. Et on va voir comment on pourrait aussi les soutenir plus pour la pérennité aussi de votre existence. Merci beaucoup. Merci. Oui, merci beaucoup. L'ancien président ghanéen, Kofi Annan, il disait il n'y a pas de développement sans sécurité, il n'y a pas de sécurité sans développement. Je pense que c'est ça que nous avons pu constater ici, et c'est là où nous trouvons les défis, je pense. Ça a été extrêmement bien exprimé pour vous. Je pense que nous avons constaté une capacité de proposition
de savoir, etc. Et vous avez beaucoup de réponses, je pense aussi, aux défis. Pour moi, personnellement, ça a été vraiment un vrai plaisir de pouvoir participer dans cette visite Team Europe. Je viens d'arriver il y a 3 mois. Le Danemark est en train d'établir une nouvelle ambassade. Je suis le tout premier ambassadeur et c'est dans ce sens-là aussi que découvrir, mieux connaître le pays, mieux connaître les défis, les challenges et aussi les acteurs, ça vaut beaucoup. Merci. Alors, merci chers invités. Comment l'AGS se sent dans cette collaboration, Madame Traoré, avec bien sûr les autres acteurs de la société civile, pour rendre les actions plus cohérentes et durables? Merci pour cette question que je trouve vraiment très importante. D'abord, avant de répondre à cette question, remercier vraiment la Fondation Konrad Adenauer pour ce projet, cette résilience 2 et l'Union européenne pour son appui financier qui est l'appui général. Voilà. La boutique de droit de Kédougou, de l'AGS, est une boutique qui a été, ça existait auparavant, mais nous avons rencontré des difficultés. Suite à cela, la boutique avait fermé ses portes. La réouverture, c'est un rêve réalisé pour la population de Kédougou. C'est un rêve réalisé aussi pour l'AGS, parce que si ça ne tient qu'à l'AGS, vous m'excuserez pour la voix, voilà, si ça tenait qu'à l'AGS, dans chaque département du Sénégal, il y aura une boutique de droit qui sera implantée. Voilà. Parce que la boutique est là comme étant une justice de proximité. Vous savez tous que nous sommes des juristes, nous avons appris le droit, donc nous sommes là pour la promotion et la protection des droits humains, plus particulièrement les droits des femmes et des enfants, voilà, qui sont les couches les plus vulnérables de la société. Donc l'ouverture de cette boutique, c'est un honneur pour nous, parce que la population de Kédougou attendait cela. Donc dans nos activités, nous allons mieux sensibiliser sur les questions d'extrémisme violent, dont le titre même du projet tient. Donc, essayer de former aussi des parajuristes qui seront des relais communautaires dans ces différentes localités, que ce soit dans Kédougou, dans Salémata ou bien dans Saraya. Donc, elles seront, ils seront, il y aura une majorité de femmes, voilà, comme on parle de femmes aussi, par rapport à ces questions de sécurité, par rapport à ces questions d'extrémisme violent. Voilà, elles seront formées sur différentes thématiques, que ce soit les droits humains, les violences basées sur le genre, l'état civil, parce que l'état civil est une question très importante. Même dans la question d'extrémisme violent, on peut y introduire l'état civil parce que, comme on le disait, il y a des gens qui peuvent quitter d'autres pays où ils ont des problèmes qui sont en conflit avec la loi, vouloir venir au Sénégal, se naturaliser sénégalais, et puis payer des gens pour avoir les papiers sénégalais, c'est vraiment un problème ici au Sénégal. La partout ailleurs où on part au Sénégal, il y a ces questions-là qui reviennent tout le temps. Voilà, qui à la longue, ça peut créer des difficultés, surtout en matière de succession et autres. Donc ces femmes seront capacitées sur les questions d'état civil, elles seront capacitées aussi sur la question de l'extrémisme violent, voilà, qui est une question vraiment d'actualité ici dans la région de Kédougou. Dire que l'AGS est vraiment honorée par sa présence ici à Kédougou et lancer aussi, faire un plaidoyer, comme je l'avais fait hier seulement quand la délégation est passée au niveau de la boutique. Nous avons été très honorés. Donc le plaidoyer va à l'endroit de nos partenaires. Voilà, essayer de voir comment pérenniser la boutique de droit après la fin du projet. Essayer de voir aussi comment faire pour décentraliser cette boutique de droit dans les autres zones. Quand on sait que la région de Kédougou, c'est une zone stratégique au nombre de filles. Merci beaucoup. On voit bien que la résilience repose sur la collaboration, l'éducation, mais aussi la confiance entre citoyens et institutions. Alors, nous arrivons au terme de cette émission.
chacun de nos invités a apporté une pierre à l'édifice de la paix. Ce qu'il faut retenir, la société civile joue un rôle clé dans la prévention, mais aussi dans la sensibilisation pour une cohésion communautaire. Kalia. Merci à tous nos invités pour leur disponibilité. Son Excellence, Madame l'ambassadrice Jolita Bass de la Pologne, Monsieur l'ambassadeur Christian Hendiger du Danemark, Monsieur Jean-Marc Pisani de l'Union européenne, mais aussi Monsieur Kay Baldon de l'Allemagne, Madame Laure Huberti de Luxembourg, Madame Hélène de Bock, Belgique, Nestor Biancache de l'UNIX, Mariam Diarra de la boutique de droit, Madame Khadija Doukouré, présidente du réseau des femmes pour le développement de Kédougou. Merci à vous vraiment de nous avoir accordé votre temps. Merci également à nos auditeurs pour leur fidélité. Restons mobilisés pour bâtir les communautés résilientes, unies et pacifiques. Alors, merci à tout le monde, merci à la régie. C'est votre émission spéciale, le rôle de la société civile dans la résilience contre l'extrémisme violent. Rendez-vous à la prochaine édition pour un nouveau débat citoyen. Bonne écoute, à très bientôt. Je rappelle que cette émission a été présentée en duo par Famahan Dembélé et Kalia Diallo Cissé.